Dans la même France. 02, nous sommes en direct du lundi au jeudi de 20h à 21h pour cette émission qui casse les codes. On vit pas dans la même France, cette émission qui rassemble deux France que tout oppose, deux France qui n'ont rien à voir, et c'est d'où le titre On vit pas dans la même France. Alors on reçoit des institutionnels, des créateurs de contenu, des politiques, des personnalités publiques. Voilà, vraiment on essaie de passer par des codes un peu différents pour faire comprendre les sujets de société différemment, parce qu'on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas forcément les discours politiques. Quand on regarde la télé, quand on regarde certaines émissions, on comprend rien, c'est barbant. Du coup, on a décidé de faire un format beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus cool, beaucoup plus détente, mais tout aussi, et encore plus, j'ai envie de dire, allez, plus comment cool. On peut dire ça ? Je sais pas, plus... Voilà, ouvert à tous. Allez, très bien. Je suis accompagnée comme chaque soir de Valentin. Valentin qui est le monsieur des réseaux sociaux. C'est lui qui vous lit. Ouais. C'est lui qui va vous répéter un petit peu vos commentaires. Donc n'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux, puisqu'on a votre porte-parole à vous les auditeurs de Sud Radio, Valentin. Comment ça va, Valentin ? Ça va très bien. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis de très bonne humeur. Il fait beau et tout. Je suis content. Et en plus, j'ai vu une nouvelle. Moi, tu me connais, je suis très très fan de la Star Academy. Ouais. L'année dernière, j'avais été les voir en plateau, etc. Et ce murmure, attention, c'est qu'une rumeur, que Céline Dion pourrait être la prochaine marraine de la Star Academy. Ah bon ? Mais c'est pas fou quand même. Ah, ça serait bien. Elle passerait du 19 au 23 octobre, une semaine au château, avec les profs, les élèves, etc. Elle va passer une semaine au château ? Oui, mais elle va pas dormir là-bas, tu te doutes bien. Mais elle va est-ce que c'est possible que je fasse ma petite place pour le château ? Je vais y aller. Hein ? Je veux y aller au château, du coup, si elle reste une semaine, je veux y aller chanter. Vas-y. Mais tu sais chanter, Magali ? Bien sûr. Fais-nous une démo. Non. Laissez-moi danser. Faut demander au producteur de la Starac, Jean-Louis Blot. Oui, on va l'appeler. On va lui demander. Jean-Louis, si tu m'entends, écoute ma voix, tu vas voir, c'est quelque chose. Je sais que je serai ta prochaine star. Alors, ce soir, on a un sujet, attention, un sujet qui fait parler sur les réseaux sociaux. Quel est l'homme aujourd'hui dans la planète qui fait le plus parler selon vous ? Non, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais est-ce qu'on peut parler de l'homme aujourd'hui qui fait le plus parler dans la planète ? Donald Trump. Voilà, merci, Donald Trump. Donc, ce soir, on parle de Donald Trump. Alors, est-ce que pour vous, Donald Trump est le nouveau sauveur du monde ? Est-ce qu'il est en train de mettre le monde au carré et voilà ? Ou est-ce qu'il est devenu complètement fou ? C'est la question qu'on se pose. On reçoit 3 personnes complètement différentes, rien à voir, que tout oppose. Alors, on reçoit d'abord Nicolas Conquer, qui est l'ancien porte-parole de Donald Trump en France. Il est resté 6 ans porte-parole de Donald Trump, donc il connaît bien son sujet. Donc, on est très heureux de l'avoir. Je suis très, très heureuse de l'avoir ce soir. On reçoit en face, alors, celui qui aime pas du tout Donald Trump, c'est Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Alors, il aime pas du tout. Et on reçoit pour son expertise et pour son analyse journalistique, la grande journaliste Rizlen Selika, qui va nous apporter plein d'informations sur les élections, sur tout ce que tu sais. Alors, c'est une fouinasse, si vous saviez. Je l'ai invitée, je me suis dit, alors elle, je suis sûre qu'elle va nous donner des infos qu'on n'a pas, voilà, ou qu'on n'a pas déjà entendues. Alors, pour info, c'est Rizlen qui a fait le complément d'enquête sur moi il y a quelques années. Voilà, donc je peux vous dire que c'est une grosse fouinasse. Par rapport à la tendinite ? Voilà. Exactement. Oui, c'est pas moi qui ai relevé, on n'a pas fait l'échange. C'est Tristan Valek qui m'a fait la séance. Tristan Valek avec lequel t'étais sur le fauteuil rouge. Exactement, j'ai eu la chance. Mais c'est moi qui ai calé le fauteuil rouge. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, j'étais encore persuadée. Comme tu viens de le faire ce soir, où tu m'as persuadée de revenir. Donc je suis là. Tu vois, c'est une grande histoire d'amour. On s'est aimé, détesté. C'est ça, c'est karmique. Détesté, je crois pas. Elle a ruiné ma carrière. Mais non, c'est pas moi. Et en fait, non, on en rigole, mais non, en vrai, c'est une très bonne journaliste. Exactement. C'est une très bonne journaliste qui sait faire des enquêtes. Donc, j'ai plaisir à la recevoir ce soir. Elle est professionnelle. Voilà. Ce soir, donc, on va parler de Donald Trump. Nicolas Conquer. Alors, Nicolas, tu es franco-américain. On se tutoie, on peut se tutoyer. Avec plaisir. Tu es franco-américain, tu es l'ancien porte-parole des Républicains au VRCS en France, donc on peut dire de Donald Trump. C'est le parti qui a mené Donald Trump à la Maison-Blanche qui l'a reconduit. Voilà. Tu es fondateur du think tank Western Arc. Tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Observateur des dynamiques politiques transatlantiques, tu analyses les droites contemporaines, et dans ton ouvrage, parce que tu as écrit un livre, vers un Trump français,
Ah, carrément. Donc pour toi, Trump et les Français. C'est une question que je te pose, on aura peut-être la réponse ou non, ça mettra les gens d'accord ou non. Les gens le veulent, les gens le redoutent, mais la question, c'est plus une simple curiosité, ça devient une urgence, surtout au vu de la crise institutionnelle qu'on rencontre en France. Tu as sorti ce livre en 2026 et tu interroges l'évolution du paysage politique français également. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui le think tank Western Arc ? Alors effectivement, j'ai fait un pas de côté par rapport à un rôle institutionnel que j'avais. J'ai bénéficié de cette situation d'observateur un peu inédite en tant que franco-américain, observateur de la vie politique des deux côtés de l'Atlantique, et de voir en quoi on pouvait raffermir ce lien transatlantique, notamment dans cette année qui est le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Sans France, sans Royaume de France, à l'époque, il n'y aurait pas d'indépendance américaine. Et qu'on soit d'accord avec Trump ou non, il y a une histoire qui est séculaire, multiséculaire, et qu'on se doit de maintenir. Et donc, il faut maintenir ce contact. On a toujours eu des échanges culturel, diplomatique, sportif et j'en passe. Et voilà, il faut le préserver quand bien même on peut avoir des désaccords ponctuels. Je pense que nos liens, ils vont au-delà de ça. On a un rôle. Les États-Unis, ils ont cru dans une destinée manifeste. Nous, on avait l'universalisme à la française. Et je pars du principe qu'il faut arriver à faire se parler davantage ces droites, essentiellement américaines et européennes, et réconcilier la profondeur européenne et l'efficacité américaine. Pour toi, l'Amérique est efficace ? Elle est quand même réputée pour son pragmatisme. Nous, on sait théoriser les choses, on a le temps long, on a l'histoire, on est façonné avec des grands penseurs qui viennent aussi alimenter les Américains. Mais sur le côté on se retrousse les manches et on est peut-être dans l'action et réfléchit après, les Américains sont davantage... ils nous montrent le chemin par certaines manières. Peut-être que nous, on a d'autres manières de faire, plus processées, plus carrées, plus prévisibles. C'est d'ailleurs notre président qui le disait, Emmanuel Macron. Nous sommes prévisibles. J'estime que c'est un peu réducteur par rapport à toute notre histoire, à notre French flair, à notre capacité de surprendre et au panache à la française. Donc je dirais pas que nous sommes prévisibles, mais de fait, on s'englue en fait dans une logique, un peu dans une machine qui vient nous empêcher de prendre des initiatives, qui vient réguler et qui vient entraver en fait notre capacité de faire rayonner notre génie à la française. Alors en face de toi, il y a donc Rizlène Selika. Rizlène, donc tu es journaliste et créatrice de contenu aussi aujourd'hui. Tu as récemment signé un reportage de 26 minutes pour l'émission Arnaque sur M6. Ta grande passion, toi, les arnaques. Hein. C'est ta grande passion. C'est la tienne aussi. Non, c'est une boutade. Attention, Rizlène, parce que à ce jour, j'ai été blanchie. Innocentée. Donc attention. C'est pour ça que je suis là. Précise-le bien, parce qu'on m'a mis une étiquette. Je suis là. Pas méritée. Voilà. Alors, mais tu t'es toujours investi dans des enquêtes quand même. Oui, de l'investigation, de la société. Mais quand tu dis, oui, c'est ma passion. J'adore enquêter. Ouais. Et donc déjà pour le complément d'enquête, on a été primé pour la meilleure enquête. C'est vrai. On a eu le prix d'argent. On a été nommé au lauréat de l'audiovisuel. Et donc là, je fais aussi du podcast parce que j'ai eu un souci de santé. Donc il fallait vraiment que je puisse gérer mon métier. Et ensuite, j'ai rebondi. Donc, j'ai repris mes enquêtes pour Julien Courbet, que tu dois connaître. Je l'adore. Voilà. Et c'est diffusé sur M6. J'ai été chroniqueuse pendant quelques années. Donc, j'adore Julien Courbet. Moi. Voilà. Donc, absolument. Et il est très investi contre les arnaques. Et là, c'était un faux gestionnaire de patrimoine. Et il y aura encore d'autres prochaines investigations. Tu vas plus rien lâcher. Attention, si Rizlène vous appelle, dites-vous bien que vous êtes fouchu. mais pour les victimes, ça fait du bien. Non, mais évidemment, voilà, bien pour sûr, les victimes, je veux dire, il y a gain de cause parce qu'en fait, il y a tout le système derrière de la justice qui est mobilisé. Oui. On apporte des pièces en plus que les avocats n'ont pas. Et c'est souvent avec le cabinet Ziegler que je collabore et qui me mettent en contact avec des victimes. Et donc, notre travail est d'utilité publique. Et ça va même donc aux audiences, quoi. Donc, on tu aide. vas aux audiences quand il y a des audiences, par exemple. Dernièrement, je suis allée à une audience, donc à l'audience de Lydia Adjara. Donc c'est sur une autre affaire en fait qui a été victime de Raël, de la secte raélienne. D'accord. Elle fait beaucoup d'émissions de podcasts. Elle a fait aussi un de mes podcasts et j'ai assisté à son audience parce qu'elle est accusée de diffamation. Donc elle-même qui a été victime de violences sexuelles donc c'est un peu la femme qui accuse qui se retrouve sur le banc des accusés. Que j'ai eu moi avec Booba. Attaqué aussi en diffamation. Oui, parce que j'ai dit qu'il m'avait harcelé. C'est ça. Et donc il a été condamné à me payer
je crois, bref, qui ne l'a jamais Oui, t'as saisi 40 millions d'euros, c'est ça. La saisie, c'est autre chose. La saisie, c'est pour non, la diffamation, il a été condamné à me verser une certaine somme d'argent qu'il a à ce jour pas payé. Et là, il y a une saisie conservatoire qui a été faite par rapport au préjudice subi par ma société. Et c'est quand la prochaine audience? Il y aura une prochaine audience? En septembre, il y a l'audience justement sur ces fameux 42 millions d'euros, le 9 septembre exactement. Je pourrais te suivre? Ah, mais bien sûr, tu l'as bien vu, Marie-Hélène. De toute manière, on peut pas t'empêcher d'être là. Voilà. Donc, il vaut mieux t'accueillir avec les bras grands. C'est ça. Comme j'ai fait avec complément d'enquête, je t'ai ouvert les bras, les portes. Absolument. Donc, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que tu as toujours été là et donc je suis là. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on s'aime. On accueille tout de suite après cette petite pause Gamal Abina. Restez avec nous sur Sud Radio et on enchaîne sur ce débat extraordinaire sur Donald Trump. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct sur cette émission extraordinaire, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes qu'on ne retrouve nulle part. Alors ce soir on a un sujet brûlant, un sujet sur Donald Trump qui divise un petit peu tout le monde. Alors il y a les pro-Donald et il y a les contre-Donald. Moi je l'appelle Donald parce que c'est mon nouveau pote, comme vous le savez. Non, je rigole. Je me retrouve encore sur Twitter demain, mais non, je veux pas. Tu veux être pote avec Donald Trump? Non, je le connais pas. Okay. Non, mais moi je serais, je disais à Nicolas tout à l'heure, moi c'est mon plus grand rêve d'aller faire une immersion dans l'univers de Donald Trump, comme j'ai pu le faire avec Emmanuel Macron ou avec Brigitte Lahaye, j'allais dire Brigitte Lahaye, moi. Non mais n'importe quoi. Marine Le Pen, quel rapport en plus des deux. Mais c'est pour ça que tu es intéressé complément d'enquête. Oui. Et c'est pour ça aussi, et je vais en parler après la présentation bien sûr de Gamal, qu'on va parler des podcasteurs, des influenceurs, de toutes ces personnalités que Donald Trump a rencontré avant sa deuxième élection en fait, et qui a été très 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 importante. Bien sûr. Non mais c'est un univers moi qui me passionne, et moi Donald Trump, j'ai pas honte du tout de le dire. C'est une personnalité qui m'intrigue et qui me passionne, puisque toutes les personnalités fortes, mais comme je te dirais, je serais ravie d'aller faire Poutine. Tu vois, c'est-à-dire moi demain tu me proposes d'aller faire Poutine, j'y vais en courant. Ça veut dire, parce que c'est des personnalités aujourd'hui qui dirigent le monde, les amis. Enfin, je veux dire, on peut aimer, pas aimer, mais c'est des personnalités aujourd'hui qui dirigent le monde. Et moi, quand je fais une immersion à la présidentielle et que je pars avec Macron, je pars aussi avec Mélenchon, je pars aussi avec Le Pen, je pars aussi avec Zemmour. On part avec tout le monde pour essayer de comprendre et pour, tu vois. Donc moi, Donald Trump, c'est quand il veut. Alors, on en parlera, Nicolas, après. Je vais te lancer, tu vas avoir toute la soirée. Alors, Gamal Abina. Gamal, tu es une figure engagée, toi, contre le racisme, les discriminations. Tu es issu d'une histoire familiale marquée par la guerre d'Algérie. Tu t'investis dans le militantisme associatif et politique. Tu es très présent dans les médias et tu multiplies les prises de parole pour défendre mémoire, justice et égalité. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Tu es aussi chroniqueur dans une radio aussi. Plusieurs radios, Beurre FM, France Maghreb, des radios algériennes particulièrement, et puis un petit peu chez les Turcs d'ailleurs, ou chez les Russes d'ailleurs. Je travaille un petit peu avec les Russes pour RT. Ah bah tu vois, voilà. Oui, donc. Je suis russe-ukrainienne, moi, d'origine. Ah, d'accord. J'ai les deux. C'est pour ça que dans mon cerveau, rien ne va. Voilà. Je suis ashkénaze. En fait, je sais pas. Je pense que c'est pour ça que j'explique un peu ma folie. Tu vois, j'ai deux univers complètement différents dans mon cerveau. Alors, Donald Trump a souvent placé Détroit au cœur de son discours économique. Il dénonce la désindustrialisation et promet un retour de la puissance industrielle américaine, notamment dans l'automobile. Lors de ses meetings à Détroit, il séduit une partie des classes ouvrières en critiquant les délocalisations et les accords commerciaux. Il met aussi en avant une politique protectionniste pour relancer l'emploi local. Détroit devient ainsi un symbole de son message, restaurer l'industrie américaine et défendre les travailleurs face à la mondialisation. Ce soir, on va parler un petit peu, alors c'est un petit aparté là que j'ai fait sur Donald Trump, mais on va parler de ce qu'il reflète aujourd'hui en France. On va parler de notre pays. Est-ce que, je vais commencer d'abord avec Gamal, est-ce que pour toi, Donald Trump, parce que ce que dit Nicolas tout à l'heure, c'est pas forcément faux. Il est dans l'action. Il agit. On aime ou on n'aime pas, mais il y a de l'action. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est capable de sauver le monde de plein de problèmes, ou est-ce qu'au contraire, il est devenu complètement fou et met tout le monde en danger? Quelle est ta position là-dessus, Gamal? Je dirais jamais d'un président qu'il est fou, parce que c'est trop facile et ça
C'est une façon d'absoudre ses péchés. En l'occurrence, il n'est pas fou. Il a des stratégies. Il a une stratégie connue, The Art of Deal, qui consiste à dire j'en fais plus au maximum de négociations vers la hauteur pour avoir la moitié ou le minimum. Donc ça, c'est une stratégie rentre dedans très commerciale d'ailleurs, puisque c'est quand même. C'est très entrepreneur. C'est entrepreneur. C'est une sorte de tycoon américain. C'est un commerçant, clairement dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui est héritier aussi. Pas oublier que c'est pas un fils de pauvre. C'est quand même quelqu'un qui est bien né, qui a une fourchette d'argent dans la bouche. Mais la problématique de M. Trump, c'est quoi ? C'est que dans sa démarche commerciale, parce qu'il gère le monde comme un commerce, il pense qu'en faisant des coups de pression, en étant dans l'excès verbal, dans l'insulte, dans l'invective, dans des relations de rapport de force, il pense que le monde est rapport de force. Eh bien, il pense qu'il va obtenir des résultats. Le problème, c'est que son premier mandat a été plutôt positif sur le plan économique jusqu'à ce que le Covid arrive. Effectivement, il a relancé l'économie, il a tenu ses engagements, il ne voulait pas faire la guerre, ne pas intervenir dans le reste du monde. Make America Great Again et puis America First, c'était ses slogans pour dire voilà, on est isolationniste, on revient sur nous, le repli, enfin le truc des années 20. Et c'était un peu une forme d'économie libérale évidemment, mais qui était protectionniste pour son pays. Ça, c'est vrai. Il avait un problème avec la Chine qu'on connaît très bien et qui est toujours présent aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que Trump est dans l'excès total. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est en roue libre. Quand il va avec ses alliés occidentaux, c'est quand même ses alliés, menacés de prendre un territoire européen, ça commence à être dangereux, sachant qu'ils ont déjà une base là-bas. Quand il va... Avec le Groenland. Le Groenland, absolument. Quand il va promettre de ne pas faire la guerre et faire cette espèce de grand messe comme ça de la paix avec 35 pays qui vont être signataires, et que finalement, il va quand même s'engager dans le conflit en Iran alors qu'il est en pleine négociation, là, on est sur quelque chose de dangereux. Donc moi, je pense que Trump est quelqu'un... Il a 80 ans bientôt. Il a des problèmes de justice. Il a 80 ans, Trump ? Il a 80 ans, là, le 16 juin. Tout à fait. Il est 46, il est 46. On aimerait avoir sa forme à son âge. Il ne les fait pas, quand même, hein ? Oui, il les fait pas, oui, il est bien maquillé, mais ce qui est sûr... il les fait pas. Oui, il est bien maquillé. Il est vendu pour longtemps et maquillé, ça aide beaucoup, ça peut être en la peau. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que cet homme-là, donc, je veux dire, son parcours est derrière. Par contre, il veut laisser une trace dans l'histoire. Alors, il a essayé la carte de la paix. Il a dit, on fera la paix, on va forcer la paix. La paix ne se force pas. Il se rend compte, maintenant, il essaie de passer par d'autres moyens. Mais le problème, c'est qu'il met le monde en danger. Pourquoi ? Parce que là, on sent effectivement qu'il aime l'Amérique, mais qu'il n'aime pas le reste du monde. Quand par exemple, il va couper l'approvisionnement du gaz et du pétrole aux Européens, il met l'Europe en danger. Un concurrent peut-être qu'on efface. Quand il essaie de faire pression sur la Chine pour qu'elle ne reçoive plus l'alimentation du pétrole moyen-oriental, il met le monde en danger. Les Chinois ne sont pas forcément des anges qui vont se laisser faire. Quand il va avoir des paroles outrancières sur le président de la République française, par exemple, où il l'insulte, on peut le dire, c'est dangereux comme relation. Ça qui crée des relations délétères. Et puis surtout, le problème de Trump aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 ans, son premier mandat n'était pas entaché de l'affaire Epstein. Le second mandat, il n'y a que ça qu'il essaie de cacher difficilement. Et le dossier sort au fur et à mesure. Et donc, dans une colère et l'excès peut-être de sa part, permanent, eh bien, il essaie de cacher cette affaire ignoble, parce qu'on va en parler peut-être, à la faveur d'autres d'actions trop fortes peut-être, trop violentes, trop unilatérales, qui font oublier au monde que le monde est multipolaire aujourd'hui. Et c'est ce que je reprochais à Trump, c'est effectivement cette façon excessive de gérer le monde comme s'il gérait son entreprise. Quand, Nicolas, tu entends tout ça, qu'est-ce que tu as à répondre à Gamal ? Non, mais je pense qu'il y a des constats qui sont lucides et que je peux partager. Juste pour prendre la fin, je trouve en revanche que c'est pas raisonnable de considérer que ce qu'on est en train de voir au milieu du Golfe Persique, qui est vraiment un enjeu de stabilité mondiale, viendrait pour être une diversion des fichiers Epstein. C'est un immense scandale sexuel qui traverse la société américaine, mais rappelons qu'il y a également des ramifications en France. C'est produit sous nos fenêtres, c'est extrêmement grave. Je suis pour que l'entière vérité soit faite et la lumière soit faite sur ce dossier, mais on peut pas juste considérer que Trump n'a rien fait pour ce sujet, d'autant plus que Jeffrey Epstein a été mis sous les barreaux sous le premier mandat de Trump, donc on va pas faire un focus là-dessus, mais je pense qu'à ce jour, il y a rien qui n'incrimine Donald Trump. Effectivement, Jeffrey Epstein, il connaissait toute la place de New York, de Floride et en France aussi, donc de fait, ils avaient des liens, mais il y a rien qui l'incrimine. Encore une fois, le fait de figurer dans les dossiers, sauf il y a des images qui montrent des choses quand même assez malsaines. Non, il n'y a pas d'image qui montre quoi que ce soit. Des vidéos vous êtes journaliste ou vous êtes... Oui, je suis journaliste, j'ai vu des images d'un homme en petite culotte devant des petites filles de 12 ans. Ça, c'est pas Donald Trump, c'était pas des filles de 12 ans, c'est Adelson. Complicité quand même, je veux dire ils ont quand même des rapports complices, on voit qu'ils ont passé des soirées ensemble. À un moment donné, Donald Trump savait qui était Epstein. Vous ne révélez rien. Je veux dire, Donald Trump savait qui il était. C'est des allégations, des spéculations. Il savait tellement qui c'était que c'est lui qui a fait les premiers signalements à la police de Palm Beach en 2006, avant qu'il soit évidemment traduit dans la justice et qu'il ait pu faire ses premiers séjours en prison. C'est assez anecdotique, on peut gloser autant qu'on veut dessus. Il y a des c'est Epstein dans le sens où
Trump ne prend pas dedans. Il y a des vraies victimes, c'est ça où c'est vraiment le sujet. Et je veux pas qu'on utilise ça comme une arme politique pour mettre du crédit. Sa femme qui dit qu'elle ne connaissait pas, on a des images qui arrivent, elle l'embrasse, ça commence à être quand même un peu léger comme méthode de défense. Et les dossiers sortent au fur et à mesure. Mais vous devriez vous informer sur les images, elles sont intéressantes. C'est pas de l'AI, où on voit vraiment non pas une complicité, mais vraiment une attitude. Une complicité amicale. Au-delà de l'amitié, il y a des images quand même qui sont extrêmement violentes et choquantes, qui ont été conservées d'ailleurs par Epstein, d'ailleurs, c'est très Epstein, la version américaine. Simplement pourquoi ? Parce que c'est une façon pour lui peut-être de faire du chantage. Tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce dossier est très malsain. C'est une tâche mondiale, il n'y a pas de problème. Et que Trump n'est pas écarté de ce dossier. Sa propre femme essaie de se défendre en disant je ne le connaissais pas. C'est vraiment tout le monde est là. Une simple question. Est-ce que vous pensez réellement que les adversaires à Donald Trump, et il en a une palanquée, durant sa dernière campagne de réélection, ils ont engagé tout ce qu'ils pouvaient. Il y a eu 4 procès contre lui, 90 chefs d'inculpation, 2 tentatives d'assassinat. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il serait dit, tiens, on a des photos compromettantes et on met une croix définitive sur sa campagne à sa réélection en sortant un scandale de pédocriminalité? Vous doutez bien que s'ils avaient la moindre once de preuve, le moindre faisceau, ça aurait été sorti. Donc évidemment, moi je m'en remettrais à ces preuves. C'est que sa femme, on a une photo de sa femme en train de dire bonjour. Oui, qu'elle embrasse, mais bon, elle montre qu'elle ne connaissait quasiment pas, qu'elle a vu vaguement dans 2-3 soirées, et les photos qui sont sorties. Moi, je vais être très honnête avec toi. Moi, j'ai rencontré un jour une personne à une soirée, véridique, une personne très compliquée. Je le rencontre, on me le présente, je lui tape la bise, je le connais pas. On parle pas de bise, c'est plus que de la bise. Non, mais là, ça fait des années. C'est plus que de la bise. Et je te jure qu'on m'a mis dans une sauce quelques années après, parce qu'effectivement, on a fait une photo dans un photocall avec lui, et on m'a mis dans une sauce volontairement. Oui, ça, on connaît les méthodes. Mais ça, tu vois ce que je veux te dire? Là, il y a photo. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation où, effectivement, je me suis même retrouvé avec un FN, où on a pris une photo de moi dans une soirée RT, pour le coup, et on m'a dit, on la sortira pas. Là, je savais même pas que c'était un FN au départ. Donc, on peut se faire piéger. Aux dernières nouvelles, c'est pas un délit, ni un crime d'avoir des positions politiques qui sont différentes des vôtres. Oui, mais moi, pour lui, je suis anti-Front National à la fin. C'est incohérent. Je peux pas mettre en situation avec un FN. Il y a eu Jean Messia la dernière fois qui voulait faire une photo avec moi, je lui ai hors de question. Il faut être un peu sérieux. Jean. Non, je parle de photo genre pote. On tire en vacances ensemble, quand même. Non, photo de pote, c'est quand même des limites. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le problème, c'est que sa femme s'est immédiatement exprimée. D'ailleurs, comme les Clinton, c'est un truc qui traverse toute la société américaine. Pour dire on n'a rien à voir avec lui, c'est facile de le dire une fois qu'il est mort. Le problème, c'est qu'il y a des éléments matériels qui tombent derrière. Et si elle s'exprime, sa femme, c'est qu'il y a un danger réel. Et si le dossier n'est pas sorti avant les élections, ils auraient pu le faire, c'est que tout le monde est touché. Les Clinton ont été touchés, Trump a été touché, et toutes les sphères de la société américaine, jusqu'à des acteurs, des chanteurs, des femmes. On sait ce qu'il en est. C'est une affaire vraiment glauque, on peut le dire. Et je pense que. Qui dure depuis des années. C'est comme l'affaire Jack Lang. Ça fait des années que de nombreuses personnes savaient que Jack Lang avait des affaires. Enfin, en tous les cas, la fille de Jack Lang avait des affaires avec. Mais qu'ont fait les journalistes autour de la table, pour révéler, il y a eu des soupçons. L'affaire Jack Lang, il y a des soupçons. Est-ce qu'il y a eu des compléments d'enquête sur Jack Lang? Est-ce qu'il y a eu des compléments d'enquête? Bien sûr, vous les avez pas vus. Non, je les ai pas vus. Alors le problème des journalistes, vous confondez journalistes et journalistes d'investigation. Le replay. Le journaliste d'investigation, d'ailleurs, Rizel en est une, fait un travail d'investigation. Il y a aussi les journalistes qui commentent l'actualité, il y a les journalistes qui font l'analyse, il y a tout un tas de journalistes. Donc il faut faire une distinction. Tout le monde n'est pas dans l'investigation et c'est difficile d'y accéder. Parce que tout le monde n'a pas ses accréditations. Alors, restez avec nous sur Sud Radio, on revient juste après cette petite pause. On veut savoir si, à votre avis, Donald Trump... passons à l'affaire Einstein, qui est une affaire qui n'est pas... le sujet, c'est est-ce que Donald Trump peut sauver le monde? Est-ce qu'il est en train de mettre des règles? Mais c'est ce que pensent certaines personnes. Ou est-ce que, au contraire, il est en train de devenir complètement fou? Et on veut vous entendre, on va entendre Rislaine là-dessus, juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h28, nous sommes en direct, cette émission qui fait se rencontrer deux mondes que tout oppose. Alors ce soir, on est dans un monde totalement opposé. Les pro-Trump face aux anti-Trump. Alors ce soir, on reçoit Gamal Abina et on reçoit Rislaine, qui est notre journaliste d'investigation préférée en France. On reçoit Nicolas Conquer, qui est l'ancien porte-parole du parti de Donald Trump pendant 6 ans quand même, donc il connaît très bien son sujet. Est-ce que pour vous, Donald Trump est en train de sauver le monde ou est-ce qu'au contraire, il est en train de le mettre en danger? Rislaine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'actuellement, les États-Unis, en tous les cas, le peuple, le peuple américain qui a voté, l'électorat, de Trump qui a voté pour Donald Trump est très déçu. Il faut savoir en fait que le coût de la guerre, selon Financial Times, est de 22
à 31 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont voté pour Trump qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait ? L'inflation, elle est fulgurante. Enfin, la plupart en fait des électeurs de Trump, eux, pensaient que c'était, comme disait Gamal, American First, mais là c'est War First, c'est la guerre à tout prix. C'est ça, Nicolas ? Donc c'est vraiment, et c'est surtout c'est que Donald Trump, je suis désolée, s'assoit sur le droit international. Donc il se lance dans des guerres à tout va. On l'a vu avec le Venezuela, on le voit avec l'Iran. Après c'est quoi ? C'est Cuba. Nigeria donc, aussi. Nigeria. Voilà. Donc lui, son électorat surtout ne comprend rien et il se prend la tête avec tout le monde, avec les podcasteurs dont j'ai parlé. Donc il y avait les podcasteurs Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, toutes ces personnes, Alex Jones, bon, ce sont des suprémacistes, complotistes, racistes, qui les ont accueillis à bras ouverts pour faire monter donc la popularité de Trump sur les réseaux sociaux. Nicolas Conquer, est-ce que c'est un peu le bordel entre guillemets aux États-Unis ? Est-ce que les gens qui ont voté pour Donald Trump, comme le dit Rizlen aujourd'hui, regrettent leur choix et se disent qu'il est en train de tout mettre en danger ? Sans oublier les dérives ICE. Beaucoup de choses à dire. Donald Trump, il a été élu sur un bilan. Il avait déjà été président et il est arrivé à la suite d'un bilan de Joe Biden qui était désastreux sur l'inflation, sur l'immigration. Il a traité ces problèmes-là. L'immigration illégale, elle n'existe plus depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Sur l'inflation, ça va dans le bon sens. Il y a encore des effets résiduels et sa guerre commerciale, elle a un effet inflationniste, mais c'est assez court terme. Sur le fait de ne pas avoir déclenché de guerre durant son premier mandat, là, il se porte en faux là-dessus parce qu'il mène une opération de grande envergure, mais qui est sur un temps assez court, qui, si elle n'est pas sur un temps prolongé, est soutenue par sa base républicaine. Ce que les gens redoutent aux États-Unis, et plus forte raison dans la base qui soutient Trump, même si elle est littéralement isolationniste, ce que moi je ne suis pas un non-interventionnisme, mais c'est de pas tomber dans un schéma de répétition des erreurs du début des années 2000. Vous savez, Bush et tous ces gens-là, dont moi je ne me reconnaissais pas, à savoir des guerres sans fin et de vouloir importer la démocratie au Moyen-Orient. Ça ne marche pas. Là, l'enjeu, c'est de se considérer que c'est la fin des guerres sans fin. On applique une pression maximale sur un régime qui est tyrannique, qui est sanguinaire, à savoir la théocratie du régime islamique iranien, qui assassine son peuple et qui menace les intérêts tant américains que des alliés américains dans la région, qui effectivement représente un coût bien plus important. Cette instabilité régionale et la menace nucléaire que pourrait représenter l'Iran est bien plus élevée que n'importe quel coût que coopération militaire qui y aurait. Donc effectivement, à ce stade, ça crée de l'instabilité et sans doute une forme d'impopularité, mais Donald Trump le sait. Vous caricaturez. Ce sont des chiffres, des sources. Il ne fait pas ça parce que c'est populaire et il le sait. Et d'ailleurs, vous savez, même George W. Bush, quand il fait son invasion de l'Irak, on peut en penser ce qu'on veut, j'étais contre, c'était en 2003, c'était une année où il n'y avait pas d'élection. Donald Trump, là, il engage ça au moment où il y a une année d'élection aux États-Unis, l'élection de mi-mandat qui est en général défavorable pour les partis au pouvoir. Donc déjà, il ne part pas en position de force, il engage quelque chose qui serait défavorable, mais qui peut représenter une chance historique d'obtenir une paix avec un régime qui est en guerre contre Israël et les États-Unis depuis sa création, depuis 47 ans. Le régime l'acte de création des États de la République islamique d'Iran, ça a été une prise d'otage de 400 Américains dans l'ambassade de Téhéran. On le connaît ça. Oui, on le connaît, et porter atteinte sur les intérêts pourquoi cette prise d'otage? Faut toujours revenir à la genèse, c'est intéressant, parce que l'Amérique fait un coup d'État en 51, un type qui s'appelle Mossadegh et qui a commis le crime ultime de nationaliser le pétrole. Rappelons que le pétrole saoudien, l'Aramco, était tenu par les États-Unis jusqu'en 80. Rappelons que l'affaire du pétrole et du gaz est toujours très intéressante pour les États-Unis et que la démocratie, c'est une plaisanterie. Si vous voulez vraiment importer la démocratie au Moyen-Orient, on commence d'abord par les théocraties et les régimes les plus abjects qu'on appelle les royaumes d'Arabie, par exemple, qui sont les pires. Vraiment, là, on parle en matière de sauvagerie et d'arriération, il n'y a pas pire. On peut parler aussi toutes les dictatures, les sultanats et tous ces trucs-là qui sont autour, qui eux sont portés par les Américains, mais vraiment. C'est pas complaisant vis-à-vis de la République. Non, je note que l'Amérique soutient ses alliés dictateurs du Moyen-Orient et s'oppose à l'Iran, qui est le pays le plus avancé en termes technologiques, en termes effectivement de développement, en termes de libération, simplement de l'énergie et de la pensée. Pourquoi? Parce que l'Iran, sous le temps du Shah d'Iran, c'était 50% d'analphabètes. Maintenant, ils sont à 100% d'alphabétisation avec une des 9 nations au monde qui lance des satellites. Trump attaque l'Iran
alors que, soi-disant, il voudrait apporter des valeurs. C'est pas ce qu'il veut, Trump. C'est pas une question de nucléaire iranien, ça c'est pas vrai, c'est le mensonge. Trump attaque l'Iran parce qu'il pensait faire un hold-up par rapport à la Chine. Parce que l'Iran, c'est 20% des approvisionnements vers la Chine. C'est pour ça qu'il attaque l'Iran. Parce qu'il a une obsession, un prisme anti-chinois, il faut pas se tromper. Ensuite, l'histoire de l'Iran est longue avec l'Amérique parce qu'ils ont subi quand même beaucoup de misère à cause des Américains, depuis 51, je le rappelle, et que les Iraniens leur en veulent pour des raisons qui sont parfaitement expliquées. C'est pas par accident que les gens vont prendre des otages dans une ambassade. C'est parce qu'il y a vraiment un fondamental au départ, quelque chose qui était violent, c'est l'occidentalisation forcée d'une population qui n'en voulait pas. Donc, faut vraiment parler du mal. Mais on peut pas légitimer quand même une prise d'otage, Gamal. Non, c'est une prise d'otage par les étudiants, je précise. C'est les étudiants iraniens qui font ça parce qu'ils sont en colère. Mais quoi qu'il, on peut pas. C'est comme l'histoire du 7 octobre parce qu'on est en colère. Mais non, ils sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils ont subi la SAVAK, une police politique qui était violente, parce qu'il y a des dizaines de milliers de morts qui sont conduits et de la torture. Enfin, c'était une horreur l'Iran sous le Shah d'Iran. C'est pour ça qu'ils sont en colère. Et l'Amérique soutenait à l'époque le Shah d'Iran. Il y avait les étudiants aussi. Et il n'y a pas que. Parce qu'en fait, à l'époque du Shah, c'était pas non plus. Ouais, c'était l'horreur. Le Parti communiste Today était avec les frères, enfin les frères, j'allais dire, avec les islamistes. Tout ça, c'est agrégé contre ce système qui est imposé par l'Amérique. Maintenant, pour parler effectivement du danger. Moi, j'ai envie de dire que cet homme est très, très dangereux et très égoïste. D'abord parce que quand il met en danger le Golfe, il met en danger tous ses alliés qui lui tournent de plus en plus le dos. Ensuite, il met en danger l'Europe, parce que l'Europe n'a pas de gaz et pétrole, je le rappelle, ou très peu, à part la Norvège. Ensuite, il met en danger le reste du monde, parce que la confrontation avec la Chine, c'est quand même pas un cadeau, c'est quand même la deuxième puissance militaire mondiale. Et puis surtout, il met en danger quoi ? Il met en danger son propre pays. Alors vous dites que les MAGA, parlons des Make America Great Again, qui étaient isolationnistes, c'est cette base électorale, c'est celle-là, c'est pas l'autre, c'est pas les républicains. C'est pas les néoconservateurs, c'est pas les illuminés de la religion protestante. Évangéliste, c'est pas cela. Sa base, c'était cette base de rupture, parce que Trump n'est pas de droite au départ. Trump, il se retrouve à droite parce qu'il n'a pas de place à gauche, c'est tout. Il faut se rappeler qu'il soutenait les Clinton. Donc Trump se trouve de plus en plus à droite et les républicains le récupèrent parce qu'ils n'ont pas de candidat pour faire face. Ils ont été balayés par lui. Donc ceux qu'il trahit, c'est pas les républicains qui lui emboîtent le pas. Celui qui trahit, c'est sa vraie base. La question, par exemple, de l'immigration, c'est quand même un sujet qui est douteux avec lui. Je rappelle que l'Amérique est une terre d'immigration, l'Amérique du Nord. Il crée l'ICE, la police, vraiment, ça ressemble de plus en plus à des néo-nazis. Est-ce qu'on peut arrêter d'inventer des trucs, mais en plus des aberrations. Vous venez de dire nazi, mais vous êtes un grand dingue. Non, je suis pas un dingue. Vous avez vu comment ils s'habillent, l'ICE ? Vous avez vu comment ils sont habillés ? Ça rappelle pas des FA-16 dans la tenue en noir. C'est pathétique comme argument. Ça vous dérange, c'est pourquoi ? Parce que si vous dérange, c'est une première bêtise. Vous savez pourquoi ça vous dérange ? Ça vous dérange parce que c'est une police politique. Ça a été créé par Obama. C'est une police politique. Nicolas, t'as écouté depuis tout à l'heure. Non mais voilà, juste. Nicolas. Enfin, on enfile des contre-vérités, des aberrations. Ça nécessite d'être fact-checké. Vous pouvez pas dire qu'un Trump crée une police néo-nazie. C'est pas lui qui l'a créée. C'est une agence gouvernementale qui a pour but d'assurer la souveraineté des frontières et d'exfiltrer des clandestins, des criminels. D'exfiltrer, d'expulser. C'est pas le bon terme, exfiltrer. Parce que ils ont enfreint la souveraineté d'une nation. Et donc, la souveraineté, c'est quoi ? C'est le fait d'être clandestin ? Enfin, oui, de ne pas respecter la règle d'un pays. Donc, ils méritent d'être traités comme du bétail. C'est pas un petit peu, quand même. Vous avez vu la façon dont ils sont interpellés ? Les femmes, les enfants dans les écoles, ça vous dérange pas, ça ? Ça me dérange que ces gens-là soient utilisés par des cartels comme marchandises humaines. Non, on parle de famille, on parle pas de cartel. On parle de familles installées, avec des enfants, des femmes qui sont pris dans les écoles et qui sont balancés dans les trains pour les envoyer dans le sud. C'est quand même inquiétant. Ils sont allés repartir vers leur pays d'origine. Vous avez parlé d'une terre d'immigration. Les gens qui immigrent vers les États-Unis, ils le font vers la voie légale. Peut-être que vous y voyez un intérêt. C'est très compliqué la voie légale là-bas. Vous savez très bien. La carte verte, on n'est pas comme ça, le green card. Vous savez, il y a une souveraineté, on est des États de loi. On peut être contre les lois, mais de fait, vous pouvez pas juste filouter et passer devant la file et faire rentrer ces 10 millions de personnes qui sont entrées de manière illégale sous le mandat de Joe Biden. Vous pouvez vous en féliciter. 10 millions de personnes. Oui. C'est où ce chiffre ? Où ce chiffre ? Ça rappelle les chiffres du FN en France, 500 000 par an. C'est quoi ce chiffre fantaisiste ? C'est les franchissements illégaux. Non, c'est quoi d'où la source ? Moi, c'est les sources qui m'intéressent, c'est pas la propagande. Voilà. Non, mais moi, je vous apporte des sources. Personnellement, quand j'ai une source 10 millions, c'est un chiffre fantaisiste. Ça fait beau, hein. Ça fait classe, mais c'est faux. Non. Mais vous inventez des choses qui sont. C'est toujours des chiffres. Vraiment, ce qui est bien avec la droite et l'extrême droite, c'est ça. Vous venez de dire que l'ICE est une police néo-nazie. J'en ai croisé quand j'étais utilisé par l'ICE, on est nazi. Non, les amis, on peut pas faire un monologue. C'est pas possible. l'ICE, je maintiens mon propos. Porte un blouson en cuir, c'est néo-nazi. Super. Merci l'intellectualisme. L'intellectualisme, on va aller jusqu'au bout. Juste répondre à Nicolas. Oui, mais néo-nazi, quand même, je vais répondre après ça. À ça.
Nicolas. De fait, il y a eu un manque de volontarisme sous l'administration précédente et il y a eu 10 millions d'entrées illégales, dont une majorité de 8 millions qui a été appréhendée. Vous aviez des villages frontaliers qui avaient l'équivalent de leur population qui traversait quotidiennement la frontière parce qu'elle n'était pas surveillée, il n'y avait pas de volonté de ramener à la frontière et il y avait un laisser-faire total. Donc ça montre que c'était une défaillance et Donald Trump, en déployant des unités pour contrôler ce flux-là, a mis fin à cette plus grave crise migratoire sous l'histoire des États-Unis. Donc en soi, les États-Unis ont été une terre d'immigration. Donald Trump a épousé une immigrée venant de ce pays et qui est venue légalement. Et voilà, c'est la marche à suivre en soi. Il y a aucune appréhension. Il y a des visas qui sont attribués. Il y a des processus de naturalisation. Il y a des droits en immigration. Si vous voulez émigrer vers les États-Unis, bien grand fa vous fasse, mais faites-le s'il vous plaît par la voie légale. D'accord, bon, on peut répondre à ça quand même. Il y a 2-3 trucs à dire. Moi, je veux bien répondre. Juste par rapport à l'ICE, effectivement, vous venez de le dire vous-même, c'est dommage pour vous. C'est Trump qui a formaté cette police et qu'il a mis sur le terrain. Il a créé, il a recruté, il a mis sur le terrain avec des méthodes extrêmement violentes. Et vous pouvez pas les contester puisqu'il y a même une américaine européenne qui a été tuée. D'accord ? Donc on parle de méthodes quand même très violentes. Pourquoi je parle de méthodes néo-nazis ? Je parle pas de nazis. Il faut quand même pas. Je parle de néo-nazis. Pourquoi ? Parce que Trump il a une fascination pour l'autoritarisme et pour les costumes. On l'a bien compris. Et ce qui se passe, c'est que la façon dont est équipé l'ICE, la façon dont ils utilisent la force contre leur propre population et la façon de justifier ça par la question de l'immigration me fait rire. Est-ce que vous savez que le Nouveau-Mexique appartenait au Mexique au départ avant d'être littéralement... La Californie, elle a été achetée à 15 millions de dollars. Les gens qui sont sur place sont des Mexicains d'origine. Hein. Et leurs familles sont de l'autre côté, sont mexicaines aussi. Couper ça, pourquoi ? Parce qu'il a l'obsession sur l'immigration, c'est quand même incroyable. Et moi, je vous dis simplement... personnel, l'Algérie, c'était la France aussi à un moment donné. Non, c'est pas la France. L'Algérie, c'était pas une colonie, c'était la France, c'était 3 départements français. Occupé par la France. Une occupation illégale, une occupation. On va laisser répondre Rislaine, qui veut aussi répondre. Oui, par rapport à ICE, dont j'en parlais tout à l'heure, en fait, on parle surtout des dérives. Et la dérive, c'était donc René Good qui a été assassiné lâchement. Et c'est pas fini. Madame, vous n'êtes pas procureur. Vous n'êtes pas procureur. On parle de faits. Ils ne sont pas assassinés. Mais on a le droit d'en parler. Vous voulez museler ma parole. C'est un assassinat. Donc alors, il y a Nurul Hamid Shah Alam, donc dernièrement, un Rohingya de 56 ans qui a été donc arrêté et puis relâché. Donc relâché dans le froid et il est mort. Donc il y a vraiment des dérives en fait de cette police. Effectivement, c'est une police, mais qui ressemble à une milice. Parce qu'il n'y en avait pas sous les administrations précédentes. Il y a eu plus de morts. Parce que vous nous avez dit en mentant orientément que Donald Trump avait créé cette milice. Il y a des manifestations. C'est même le peuple américain en fait. Donc le peuple refuse à ce que les lois s'appliquent. Non, il refuse la méthode utilisée. Les amis, il faut vraiment qu'on apprenne une chose importante à à dire. Répondre, s'il Juste vous une plaît. chose importante. Mais en fait, est-ce que Trump est quelqu'un de sérieux ? On va parler de choses sérieuses. Je suis en train de parler, me laisse pas parler. Excuse-moi, parce que c'est important, parce que ça, j'ai oublié quand même. En matière d'excès de violence verbale, il est quand même pas mal. Hein. Il arrête pas. Je parle pas des insultes sur Macron, ouais, Manuel, on se fout de sa gueule. Mais le pape, c'est quoi ces méthodes-là ? Parce qu'il est protestant, il insulte le pape catholique. C'est quoi cette façon d'insulter le pape de lâche ? C'est quoi ces méthodes d'insulter sa population ? Je rappelle qu'il y a 40% au moins de catholiques aux États-Unis. C'est quoi cette façon de mépriser une population ? Vous cautionnez ça ? Moi, je suis moi-même catholique. Il y a 22% de catholiques aux États-Unis. Effectivement, c'est un tweet qui était malheureux. Je l'ai dénoncé. C'est gentil. Et il l'a retiré. Maintenant, il a pris sa responsabilité par rapport à ça. Moi, je juge des gens par rapport aux actes, pas par rapport à des tweets violents. Ah bon les actes. Parce que les paroles ne comptent pas, ça c'est pas la violence. Alors, les amis, on a une question d'un auditeur, Valentin. J'ai une question. Alors, Isabelle nous pose une question pour Rislaine. Elle nous demande, est-ce que les médias ont amplifié son image de fou ou est-ce justifié ? Tu réponds juste après cette petite pause sur Sud Radio. Restez avec nous. En plus, c'est exactement. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h43, ça passe très vite là, on a encore plein de choses à se dire. On est sur un sujet, sur Donald Trump. Est-ce que Donald Trump est le nouveau sauveur du monde ? Est-ce que pour vous, tout ce qu'il fait, c'est bien ? Il est en train d'assainir la planète, la société, etc. Il y a plein de dérives sur lesquelles il combat pas. Est-ce qu'au contraire, il est devenu complètement fou ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On reçoit Nicolas Conquer, qui a été l'ancien porte-parole de Donald Trump pendant 6 ans en France. Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques, qui est contre, et Rislaine Selika, qui est journaliste, réalisatrice et podcasteuse. Podcasteuse. Ouais, t'as compris. Alors, Valentin, t'avais une question juste avant cette petite pause pour Rislaine, justement.
Justement, Isabelle nous pose la question pour Islaine. Elle nous demande, est-ce que les médias ont amplifié son image de fou ou est-ce justifié ? Mais en fait, c'est lui qui aime se montrer sur la scène médiatique dans son côté très brut de décoffrage, avec une sémantique, je dirais, rustre. Donc, il a pas peur d'utiliser des mots comme fake news. En fait, il faut que ça se passe comme lui veut. C'est lui qui décide. Il a vraiment. C'est un personnage en fait. On dirait que c'est du théâtre, mais là ça en devient pathétique parce que il y a une série d'experts en psychiatrie qui expliquent qu'il serait peut-être même sénile, qu'il aurait des problèmes de démence, qu'il serait fou. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de médias qui se posent la question et donc des experts en psychologie. En fait, il y a des études même qui sont réalisées sur la santé mentale de Trump. Ces mêmes experts, ils étaient bien discrets l'année dernière quand Joe Biden se perdait complètement les chèvres, tombait dans les escaliers, perdait sur une scène. Ils en parlaient aussi. Même il l'appelait Sleepy Joe. Il l'appelait Sleepy Joe. En fait, je dis qu'il y avait une complaisance et là, désormais, c'est pour ce qu'incarne Donald Trump. C'est parce que j'aime pas, donc c'est quelqu'un de dément. Mais est-ce que Donald Trump, il en joue pas un peu tout ça ? Parce que finalement, il aime faire le show. Donald Trump, à la base, c'est un homme de télévision, c'est un homme de show. Il fait le show, Donald Trump. On peut pas lui enlever. Il y a le côté new-yorkais, c'est le producteur de sa propre télé-réalité. Voilà, et donc, il tient les médias dans sa main. Effectivement, il sait qu'il va faire démarrer tout le monde parce que il a certaines désoutrances, certaines sont malvenues, mais ça lui a aussi valu son succès. En 2016, durant sa première campagne, il dépense beaucoup moins d'argent que les démocrates avec Hillary Clinton parce que c'est à force de se prendre du média négatif que ça finit par faire sa campagne de promotion. Et parce qu'au final, les attaques ne prennent plus contre lui. Il se croit même dans une série Netflix. En fait, lui, c'est vraiment l'acteur de sa réalité. Il vit à travers son prisme. Même quand il perd, il gagne. Moi, j'allais dire un truc par rapport à ça. Faut être un peu sérieux sur le personnage. Je veux bien qu'on admire le côté rentre dedans, le côté je suis un bonhomme, le côté je fais un tweet incendiaire et insultant vis-à-vis d'une communauté. C'est pas grave. Non, c'est pas possible. Un chef d'État, il a des responsabilités devant sa population, devant le monde. En l'occurrence, les États-Unis, c'est le monde à qui il parle. Et quand il va dire, par exemple, parce que lui, sa lecture du monde est tellement simpliste que j'ai l'impression d'entendre un monde de 14 ans. Good guys, bad guys, it's gonna be good, right, wrong, toutes ces bêtises-là. Où vraiment, on voit bien le côté manichéen, mais de gamin. Je parle pas d'un adulte. Et le problème, c'est que le monde, c'est pas manichéen, c'est complexe, et qu'on peut pas dire, il y a des bons, des mauvais. On peut pas traiter. Moi, j'aime pas Zelensky particulièrement, mais il l'a traité comme un chien. Faut reconnaître la façon dont il a réceptionné, c'était ignoble. Il a une sympathie pour les hommes de force, il le dit clairement, il adore Poutine pour ces raisons-là. Il aime les rapports de force, c'est quelqu'un qui voit le monde dans des rapports de force constant. Et le problème, c'est que le monde, c'est pas un show. On n'est pas en train de s'amuser. Quand il fait un tweet, vous parliez tout à l'heure, un peu maladroit, c'est pas maladroit un tweet. C'est pensé, c'est rédigé, c'est écrit. Ça a des conséquences, un tweet. Quand on fait une déclaration de guerre, c'est un tweet aussi qu'on peut faire. Donc, faut faire attention à ça. Je veux bien qu'on défende Trump pour son premier mandat. Et moi, j'étais pas vraiment opposé à son premier mandat. Je trouve qu'il était assez bon sur son premier mandat en termes économiques. Là où je trouve imbuvable, c'est aujourd'hui. Il fait n'importe quoi. Pendant un mois, pendant 40 jours pour être précis, tous les 2 jours, il avait une victoire contre l'Iran. Tous les 2 jours, on a balayé les territoires. Et les dernières sorties, c'est quoi ? On peut pas prendre ça à la légère. Il a dit d'Iran, je vais vous ramener à l'âge de pierre. Bon, ça, c'est le discours de... Il les a traités d'animaux. Il les a traités d'animaux. Il a dit, je vais détruire tout votre pays, il restera plus rien. Comment un chef d'État, même le pire des chefs d'État, Hitler le disait pas d'avance. Il le faisait, mais il le disait pas. Trump, il annonce. Il le fait pas, tant mieux, mais tout de même. Il va dans cette outrance-là. Pourquoi ? Parce qu'il négocie. On n'est pas en train de vendre des tapis, là. Mais est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui provoque pour négocier et justement qui le fait pas, ou quelqu'un qui le dit pas et qui le fait ? Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a les moyens de faire ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il va jusqu'au bout, il peut le faire. Mais pour l'instant, il le fait pas. Il le fait pas, mais s'il va jusqu'au bout, il y a un vrai danger. Et moi, le danger, c'est pas, à la limite, soyons égoïstes. On vit en Europe. Mais on va se prendre une inflation monstrueuse à cause de lui. Oui. Les États-Unis aussi. Parce que là, on a pété l'appareil de production des pétroles et du gaz. Pour le gaz, le GNL, par exemple, des Qatar, il faut 2 à 3 ans pour reconstruire ce qui a été détruit parce que Trump a fait son numéro. Mais Gamal, quand tu prends le conflit israélo-palestinien, par exemple, tu arrives au conflit israélo depuis 7 octobre, c'est complètement ingérable. Ingérable, d'un côté comme de l'autre. Je suis pas là pour parler du conflit israélo-palestinien, c'est pas le sujet. Mais c'était ingérable. Trump arrive à la tête des États-Unis. En une semaine, je crois, les otages sont libérés. Israël doit sortir de la Palestine. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même eu un... La guerre continue, malheureusement. La guerre continue en Iran. Non, ça continue au Liban. Il y a une invasion au Liban. Mais c'est quand même... Il y a l'Iran, il y a le Liban, il y a Gaza. Juste pour répondre à ce que tu dis, l'ironie du sort, c'est que même Netanyahou, alors j'ai aucune sympathie pour le personnage, d'extrême droite, bon, on connaît ma position par rapport à la Palestine, mais au-delà de ça, même Netanyahou, il panique devant Trump. Il sait pas à qui il a affaire.
Ils nous lâchent. Arrête, ça fait, enfin, pas arrête, c'est même tous les journaux. Tous les journaux israéliens ont titré contre Trump quand il a arrêté la guerre. Ils sont en panique, ils savent pas qu'ils ont affaire, ils savent pas comment il va réagir parce qu'il est imprévisible. Et le problème de l'imprévisibilité d'une personne, c'est qu'il peut faire des choses extrêmement dangereuses. Moi, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui ont fait des choses extrêmement graves sous des simples claquements de doigts. Je veux dire, faut se rappeler Nixon quand même, l'accélération de la guerre du Vietnam. Pourquoi ? Parce qu'il a un sale dossier sur le Watergate. Là, Trump, il a un dossier sur le dos, eh bien, l'accélère. Pas parce que ce dossier va le faire tomber, il tombera pas, mais parce qu'il y a un danger pour sa personne. Alors, Valentin a une question pour Nicolas Conquer. Oui, j'ai une question de Jean-Pierre pour Nicolas. Il nous demande pourquoi il a autant de fans ultra fidèles malgré les polémiques. Parce qu'au final, c'est quelle est l'alternative d'une part et ce volontarisme de Donald Trump, celui qui ne refuse jamais devant l'adversité et qui refuse d'admettre le statu quo, permet d'entrevoir un cap qui est sans doute meilleur que le trouble dans lequel on est lorsqu'on n'a pas de leadership fort à la Maison-Blanche. On le voyait, en fait, si vous parlez du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était sous l'administration démocrate avec un leadership faible, c'était Joe Biden. Le 7 octobre, ça se serait peut-être pas passé. Alors je fais peut-être de la petite fiction, je ne devrais pas, mais de fait, c'est le leadership fort de Donald Trump qui met la pression face aux différents États tyranniques et leurs proxys, parce que rappelons que c'est pas uniquement de l'Iran dont il est question, c'est tous les proxys, donc ces groupes terroristes dans la région, que ce soit les Houthis, le Hezbollah, le Hamas ou différentes milices en Irak, qui peuvent également porter atteinte aux intérêts européens. Et ça, c'est un vecteur de déstabilisation bien plus important qu'une hausse temporaire du cours de l'essence. Et je pense que, à défaut de pouvoir contribuer militairement, parce qu'on n'a pas de courage et parce qu'on n'est peut-être pas préparé, il faut, à notre effort, assumer cet effort qui est temporaire pour sans doute un bénéfice. On n'a pas de courage, c'est l'Europe qui n'a pas de courage, je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire que désormais, on a choisi de ne pas participer dans ce genre de conflit-là. Vous savez que le courage, c'est faire la paix, c'est pas la guerre. La guerre, c'est la pire option. Bien sûr, et de fait, Donald Trump, vous faites bien de le souligner, a toujours privilégié une approche transactionnelle et que systématiquement, il y a une main tendue à travers ces déclarations. Et je vais dans votre sens, où il y a des déclarations maximalistes avec une décorrélation entre les propos tenus et les actes faits en réalité. Donc il va davantage vers une sortie de ce conflit qui se ferait négocier. On le rappelle qu'il y avait des discussions qui avaient lieu la semaine dernière au Pakistan, elles reprendront cette semaine, juste parce que il y a des lignes rouges qui ne sont justement impossibles d'avoir un État théocratique comme l'Iran qui aurait la possession de matériel nucléaire avec pour slogan et pour raison d'être mort à Israël, mort aux États-Unis. Je crois vraiment, juste je vais répondre parce que je ne vais pas vous embêter, je vous rejoins sur un point. Trump m'a plu la première fois parce qu'il avait effectivement été outrancier avec la Corée du Nord et qu'il a eu le courage d'aller voir le Nord-Coréen. Ça, c'était bien. Là, je suis plus inquiet. Parce qu'il y a lui, il y a des dossiers, il y a des pressions, vous le savez très bien, il y a des lobbies qui existent aussi, qui font pression pour la guerre. Je parle de l'armement en particulier, il se rince à plein régime. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que je ne crois pas, dans le Moyen-Orient tel qu'on le connaît depuis 60 ans, 70 ans, 80 ans, que des coups de butoir américains portent quoi que ce soit de bon. On a vu l'Irak, destruction d'un pays, ça a fait des groupes terroristes qui se sont développés. On a vu la Syrie, c'est pareil. Des groupes terroristes partout. Le Yémen a été atomisé. Donc je pense que les méthodes de Trump qui consistent à faire des coups de pression militaire pour obtenir des résultats, je suis pas certain que ça apporte quelque chose de bon. Là, en l'occurrence, le fait que les Iraniens reviennent à la table des négociations alors qu'on les voit extrêmement jusqu'au boutiste, c'est parce qu'on applique une pression maximale sur eux. Désormais, leur arsenal militaire est plutôt plus que dégradé. Et désormais, de fait, et économiquement, là, ils vont être. Je pense que c'est la situation qui peut le plus affaiblir tant le régime et permettre un soulèvement de la population en limitant le nombre de Vous rêvez vraiment un soulèvement, c'était le pari de Trump sur les 2 premiers jours. Aujourd'hui, la peur qu'il y a aux États-Unis, d'abord, ils peuvent pas venir avec des porte-avions parce qu'il y a un risque d'être coulés par les missiles hypersoniques. Personne ne peut les arrêter. La vraie peur, c'est quoi ? C'est la destruction de l'économie mondiale par les frappes iraniennes des centres de production. C'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'il y a un rapport de force. Tu voulais intervenir, Islaine, pour nous parler des influenceurs par rapport à Donald Trump, non ? Oui, j'en ai déjà parlé. Tu veux que j'en reparte ? J'ai pas écouté alors. C'est autre chose alors. Rapidement, juste pour aller dans votre sens, parce que vous avez tout à fait raison sur le constat. Juste parce que j'en mentionne. C'est l'écosystème. Mais c'est véritablement. Mais on peut pas le placer ça, c'est absurde. Je peux rebondir. Parce qu'il y a tout un écosystème numérique et c'est hyper intéressant. Mais je félicite votre démarche de réunir des gens qui sont en façade pas d'accord, alors que dans le fond, il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup de, à mon avis, on sait faire société, on a des choses qui nous unissent dans le fond. Mais aujourd'hui, pour redonner goût à la politique aux Français qui sont désintéressés en 2022, le premier parti, c'était l'abstention. C'est
parce qu'il y en a marre de ces politiques qui s'expriment derrière des éléments de langage, à travers des fiches en chat GPT sur une chaîne d'information en continu. Votre plateau, les podcasts, eux, se font dans une manière de désintermédiation et on apprend à porter un candidat, même pour pouvoir mieux le supporter. Et je pense que cet écosystème numérique, qu'on aime ou pas, je pense que ça a été des immenses alliés que vous avez mentionnés, qui ont fait campagne pour, mais derrière, ils amplifient le message et la personne. La problématique, c'est que ces podcasts... C'est pas eux qui vont affaiblir la coalition. J'étais dernièrement à la plus grande convention conservatrice aux États-Unis, la CPAC. Effectivement, il y avait des divisions. C'est pas parce que Tucker Carlson prête allégeance au Qatar et contre la guerre que va mener Donald Trump que la coalition que Donald Trump a construite va s'effondrer. La problématique, en fait, c'est que certains podcasteurs sont suprémacistes, masculinistes, racistes, conservateurs, et que même ces personnes, ils sont même conservateurs. Et que même ces personnes qui ont reçu Donald Trump aujourd'hui ne sont pas d'accord avec sa politique. C'est ça aussi la question. Ça veut dire que toutes ces personnes qui l'ont aidé à l'élire ne sont plus d'accord. En fait, le lâche. Et lui, comme à chaque fois, il retourne les choses en disant c'est des nuls, ils ont pas de QI, ils ont même pas gardé leur émission, etc. Et effectivement, c'est vraiment l'ère dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le 5e pouvoir. Et c'est pour ça qu'on s'était intéressé à vous, à toi, Magali, parce que vous aviez fait ces immersions politiques, parce que vous avez envie de faire des immersions politiques avec Trump. Mais le danger, c'est que quelquefois, ce sont des immersions ou des podcasts qui sont complaisants. Donc c'est pour ça que quand même le rôle des journalistes, quand on nous traite de procureurs, eh bien au moins on pose les bonnes questions et on pointe sur les bonnes questions. Non, c'est pas ça. C'est que vous-même vous m'avez dit non, moi je suis pas contre eux. Je suis pas journaliste. Non, moi j'ai toujours dit que les influenceurs aujourd'hui qui parlent de politique, ce que je fais quasiment tous les jours aujourd'hui, c'est un complément au journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Moi je me suis jamais substitué à un journaliste. J'ai toujours revendiqué le fait de ne pas être une journaliste, j'ai toujours assumé, mais j'estime que je parle de politique différemment pour essayer de réconcilier les gens à la politique qui ne comprennent pas forcément les codes des journalistes. Et c'est comme ça, en fait, que les politiques, pourquoi sont intéressés de venir dans ce genre d'émission. Donc c'est vraiment la rencontre entre les influenceurs et les politiques, et on pourrait même dire que des fois certains politiques deviennent des influenceurs. Mais ils sont des influenceurs. Voilà, parce qu'ils ont des grosses communautés, comme Jordan Bardella, qui est un grand TikToker. Mais comme Mélenchon, le plus grand TikToker de France aujourd'hui, c'est pas Bardella, c'est Mélenchon, les amis. C'est Jean-Luc Mélenchon, le plus grand TikToker de France. Ce n'est pas en politique, je parle. Ce n'est pas Bardella. Aujourd'hui, on voit juste que les partis qui ressortent leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont sur les réseaux. C'est Bardella et c'est Mélenchon. Aujourd'hui, on ne parle que de Bardella. Aujourd'hui, tout le monde va sur les... Mais Trump a été un des premiers à le comprendre. Voilà. On peut pas dire ça. Des intermédiations. C'est pour ça que je le décrypte aujourd'hui. Et en fait, ça peut être aussi un danger quand il y a trop de complaisance, parce que quelquefois, eh bien voilà, on a un Donald Trump qui se retrouve président parce qu'il n'y a pas de parti pris dans les médias, parce que ça sera ça la question. C'est si vous dites que d'un côté il y a de la complaisance, peut-être que d'un autre côté dans les médias mainstream il y a une forme de parti pris, un biais et un non-pluralisme. Il ne doit pas y avoir de parti pris. Évidemment qu'il n'y a pas de subjectivité journalistique, ça se saurait. Maintenant, quand je vous ai dit que vous étiez une procureure, c'est que vous avez bafoué la présomption d'innocence. Vous avez parlé des agents d'ICE qui ont assassiné. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais attendez, soit vous êtes président, c'est qu'il y a un homicide. Il y a des faits indiscutables. Elle a pris une balle, on est d'accord. Elle a pris une balle. Une femme sans arme sur un agent avec un véhicule. Juste une chose à remarquer, pour être très clair, c'est que l'extrême droite et la droite en général maîtrisent parfaitement la communication. C'est eux qui ont inventé le marketing politique en Allemagne dans les années 30, avec le fameux Goebbels. Donc aujourd'hui, ils maîtrisent la communication numérique. Ils sont meilleurs effectivement que la gauche, c'est une réalité. Et Trump a parfaitement compris ce virage. Trump est un homme de droite dur, pour ne pas dire d'extrême droite, vu qu'il a eu des gens d'extrême droite dans son parti, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un danger pour la population, parce que c'est un discours populiste extrêmement réducteur qui ne donne pas de complexité à la complexité. Rizlène, une seconde pour toi. Oui, et par rapport à la personne, en fait, le Rohingya qui est mort, il était aveugle. Cette milice ICE l'a abandonné dans le froid, sans contacter ses proches, et en plus il était en règle. C'est de ça dont on parle, des dérives. Donc heureusement qu'il y a les journalistes. Une seconde pour toi, Nicolas. J'ai pas d'informations sur ce dossier. Évidemment, si elle est coupable, il faut qu'il soit traduit. Voilà. Moi, personne n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez j'ai pas de complaisance. C'est des agents fédéraux et je leur mets la même pression. Et que ça soit sous une administration démocrate ou républicaine, et qu'il puisse y avoir des brebis galeuses ou des gens qui doivent être traduits dans les tribunaux. Mais grand bien nous fasse. Moi, j'ai aucun problème pour traduire, mais que c'est pas à nous sur les médias, sur les réseaux
réseaux sociaux, de se dire sur un écran. Il a dit, il faut condamner ce qui est condamnable. Et nous, on doit dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Exactement. Alors, merci à vous trois, en tout cas. Merci pour cette émission qui était très, très intéressante. Merci Nicolas Conquer, merci Gamal Abina, merci Rizlen Selika. On se retrouve demain sur Sud Radio à 20h. Alors, sujet exceptionnel demain. Soyez au rendez-vous, encore une fois. On parle de la loi influenceur. Non, la loi Yagan. Demain soir. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis, ma star internationale, et son invitée, la chanteuse Catherine Lara. Restez avec nous. Et moi, je pars bientôt avec Nicolas aux États-Unis pour faire une immersion avec le président de la République, Donald Trump. Allez, moi, je te suis. À demain.